Des perles de ferrite, petites et grosses. Ces petites bêtes mystérieuses, on va tenter de comprendre à quoi elles peuvent bien servir. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! La demande me vient périodiquement de faire une vidéo sur les perles de ferrite, à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. Je vous l'accorde, c'est un sujet un peu négligé en électronique. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y a habituellement rien d'écrit, aucune inscription sur les ferrites elles-mêmes. Ce sont comme des petites boîtes noires finalement. Alors aujourd'hui, je vais vous décrire ce qu'est une perle de ferrite, son principe de fonctionnement, et je vais vous donner des astuces à retenir pour les utiliser. Et pour visualiser un peu mieux l'action des perles de ferrite, je vais aussi faire des mesures de perles sur l'analyseur de réseau vectoriel derrière moi ici. Alors lançons-nous sans tarder, car ce sera une autre vidéo de plus de 30 minutes. Les perles de ferrite sont typiquement utilisées en électronique comme élément de filtrage des hautes fréquences à plus de 1 MHz et la plupart du temps à beaucoup plus haut en fréquence que 1 MHz. Une perle de ferrite peut constituer le noyau d'un inducteur pour améliorer de deux manières sa capacité à bloquer des bruits de haute fréquence indésirables. Premièrement, le ferrite concentre le champ magnétique d'une bobine, ce qui augmente l'inductance résultante et donc la réactance, et donc contribue à créer un filtrage passe-bas. Deuxième effet, et c'est sa caractéristique la plus importante dans le contexte de la vidéo d'aujourd'hui, la perle peut produire une perte supplémentaire en chaleur en vertu de la génération de résistance dans le ferrite lui-même. La perte réchauffe le ferrite, mais c'est normalement de la chaleur négligeable, à moins bien sûr qu'on travaille avec des émetteurs, par exemple, où là, il faut vraiment s'assurer qu'on n'échauffe pas trop la ferrite. L'idée est de diminuer les interférences transmises par conduction sur des pistes de cuivre, sur des fils et des câbles, pas de réduire les interférences par radiation. C'est l'action principale des perles de ferrite, bloquer la conduction des hautes fréquences. Les perles ne sont pas une mesure définitive et unique pour résoudre des problèmes de bruit HF. Elles ne sont qu'une mesure additionnelle à du bon filtrage capacitif et inductif classique. Il ne faut donc pas croire que la perle de ferrite, c'est la 8e merveille du monde. Mais beaucoup de concepteurs ont tendance quand même à la saupoudrer un peu partout dans les circuits par mesure préventive. Notez que le ferrite ne sert pas qu'à faire des pertes pour atténuer les signaux parasites. Les noyaux de ferrite, sous forme de tiges, de tores, servent aussi beaucoup dans la fabrication de transformateurs HF. On s'assurera simplement de les utiliser dans leur zone d'impédance où les pertes résistives sont évidemment moindres pour minimiser les pertes totales de notre ligne de transmission. Alors, débutons par l'aspect physique des perles de ferrite. On en connaît des perles de différents types. Il y a des perles comme ceci, toroïdes ou tubulaires. Il y a des beignes, donc des tores, on en a beaucoup de ce genre. Le même principe, mais en beaucoup plus petit, qu'on insère sur des fils à cette manière-ci. Celle-ci a un ferrite qui est intégré au fil. Donc, ce n'est pas ajouté, c'est tel quel. Et il y en a en montage en surface aussi, donc très petit. Il existe même des ferrites pour insertion sur du câble plat. Et il existe aussi des ferrites qui se clipsent, donc s'installent sur des câbles. On en a 3 types ici, des modèles un peu plus petits, un peu plus gros, et même un modèle rectangulaire comme ceci, qui se monte sur un câble par la suite. Et en comparaison de la grandeur, je vous ai montré un circuit intégré ici de 14 broches là, pour vous donner une idée des dimensions. Il en existe des plus gros encore que cela, hein, croyez-moi, il n'y a pas de limite là, sur la grosseur. Maintenant, quelle est la composition du matériel ferrite? C'est ferromagnétique. Alors, il y a un mélange de fer habituellement et d'autres métaux comme le zinc, le nickel ou le magnésium. Et le tout, c'est cuit et
ça forme une espèce de céramique. Il y a d'autres matériaux. Il y a un liant, évidemment, qui est ajouté. Alors, on peut parler comme quelque chose qui est similaire à une céramique. Maintenant, la composition, la raison pourquoi il y a des variations, c'est que ça va avoir une influence sur l'impédance résultante en fonction de la fréquence. Ça aura aussi une influence sur la résistivité du matériel. On dira en général que la résistivité du matériel, si on la mesure en courant continu, là, elle est assez élevée, mais elle n'est pas infinie. Il y a certains matériaux qui sont même, je vous dirais, intermédiaires. On peut mesurer avec un multimètre. Maintenant, on a vu qu'il y a beaucoup de dimensions et de formes, et bien, ces différents formats-là auront une influence sur le courant de saturation. Naturellement, comme vous savez, tout ce qui est noyau ferromagnétique a habituellement un courant maximum, au-delà duquel on sature le matériau et on perd les caractéristiques désirées, de multiplication, si vous voulez, d'inductance. Donc, il faut faire attention. Et naturellement, plus les noyaux sont gros, habituellement, plus le courant de saturation sera élevé. Ça aura bien sûr, les dimensions et la forme, une influence sur la réponse fréquentielle. C'est pas pour rien qu'il y a différentes formes. Et la forme aussi nous permettra d'avoir différents types d'applications. La grosseur, bien sûr, sur des petits signaux, sur des pistes. Donc, tout ça a un impact au niveau de l'usage. Il faut se rappeler aussi que le ferrite est susceptible à la température. Ce qu'on veut dire par cela, c'est qu'une variation de température va définitivement causer une variation d'impédance qui est assez significative. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas sa caractéristique la meilleure, la stabilité en fréquence de la ferrite. Et aussi, bien, ça demeure un matériau qui est fragile. Donc, ça s'apparente à de la céramique. Donc, il ne faut pas les brusquer inutilement, il ne faut pas les forcer inutilement non plus. Ce n'est pas si fragile, mais quand même, si on échappe la perle par terre, on pourrait la casser. Maintenant, qu'est-ce que c'est au niveau électrique, une perle de ferrite? D'abord, le symbole utilisé dans les schémas, il y en a probablement quelques-uns, mais celui que je vois assez couramment, c'est celui-ci, où en réalité, on voit un fil traversant un noyau de ferrite. Alors, c'est assez représentatif de la réalité. Et au niveau de son circuit électrique, la première chose, on peut tout de suite mettre une résistance en série en courant continu. Donc, c'est vraiment le fil lui-même. Donc, c'est la résistance ohmique. Elle est toujours présente, peu importe, fréquence ou pas. Aussi, on aura la caractéristique qu'on dira qui est la plus significative, c'est l'inductance, donc l'équivalent d'une bobine d'arrêt, si vous voulez, puisqu'on la place en série habituellement. Il y a une inductance qui va varier en fonction de la fréquence. Aussi, et c'est l'élément qui nous intéresse particulièrement, je l'ai mentionné en introduction, c'est la résistance en courant alternatif. Cette résistance va varier en fonction de la fréquence, elle aussi, et c'est elle qui va dissiper l'énergie, donc qui va bloquer, si vous voulez, en partie, en bonne partie, va bloquer l'énergie RF non désirée, et ça va être dissipé en chaleur. Il y a bien sûr un phénomène d'arrêt, donc ce sera additionnel à l'inductance. Mais il vient un moment donné, vous allez le voir, où c'est cette caractéristique qui prend le dessus sur l'inductance. Et on ne peut pas s'en sortir, il y a toujours une capacité parasite, plus ou moins grosse en fonction du format, en fonction du nombre d'enroulements, en fonction du type de ferrite utilisé. Et cette capacité va venir modifier l'impédance totale en fonction de la fréquence. Alors ça, c'est vraiment le modèle à haute fréquence. Alors lorsqu'on regarde l'ensemble, on se dit, finalement, c'est comme un circuit résonant, mais avec un facteur de qualité plutôt bas à cause de cette résistance-ci qui vient vraiment tuer le facteur de qualité. Là. Si on avait un circuit parfait, on aurait une inductance parfaite et une capacité parfaite. Mais on a une résistance ici qui vient vraiment gâcher la sauce d'une bobine parfaite. On pourrait donc dire que c'est un circuit résonant, mais avec un facteur de qualité bas. Il n'y a pas une résonance très élevée, je peux vous le dire. Maintenant, passons à des mesures avec le VNA. Pour les essais d'aujourd'hui, je vais utiliser mon analyseur de réseau vectoriel et sa boîte de transmission-réflexion externe. Et le montage pour le premier essai, un essai de transmission à travers des perles de ferrite, je vais utiliser ce montage-ci
c'est simplement une plaquette PCB connectorisée avec une ligne de transmission 50 ohms qui est ouverte en son centre. Je vais vous la montrer de près tout de suite après. Et donc, je vais envoyer un signal qui sort d'ici, c'est celui-ci qui arrive ici, et qui passe à travers le montage et qui retourne à l'analyseur de réseau vectoriel. Et comme cela, bien, on pourra vérifier la réponse en fréquence due à l'insertion des perles de ferrite. Alors voilà la plaquette de près. Alors c'est simplement une ligne de transmission qui est interrompue au milieu et j'ai ajouté un petit bout de fil. Et je ne le souderai pas à une extrémité, tout simplement parce que je vais insérer les perles et je vais par la suite appuyer avec ce petit morceau de plastique, cet outil d'ajustement pour faire un contact avec la piste de transmission sans bien sûr perturber avec mes doigts ou quoi que ce soit. Alors, c'est comme ça que je vais opérer. Toute la soudure qu'il y a ici, ne vous en faites pas, c'est des essais qui ont été faits dans le passé et c'est du restant de soudure, mais ça n'a aucun impact, bien sûr, sur la transmission ici. Alors, je vais insérer une première perle de ferrite dans le fil et je vous montre tout de suite le résultat sur l'analyseur de réseau. Alors, ce montage nous permet d'évaluer l'atténuation en fonction de la fréquence. Alors, sur l'échelle horizontale, la fréquence, vous allez voir tous les graphiques aujourd'hui, c'est toujours une plage de fréquence pour les essais. Et ici, on a l'atténuation en décibels sur l'échelle verticale et le 0 étant ici, donc aucune atténuation si on avait une ligne directement sur cette ligne-ci où il y a le petit triangle. Même chose ici. Alors, je vais comparer aujourd'hui deux ferrites de format identique. Vous voyez, c'est une perle tubulaire, très petit. On parle de 3,5 mm de diamètre. Et le fabricant, Ferrite, qui est un grand fabricant de ce genre de ferrite, de tout format, c'est le numéro de la pièce. On parlera du matériel numéro 43 pour la première perle et numéro 73, matériel 73 pour la deuxième perle, identique en dimension. Alors, vous voyez ici l'atténuation, en commençant à 300 kHz, ça tombe assez rapidement. Et déjà, si on regarde au marqueur numéro 1, on est à 30 MHz. On va chercher déjà une atténuation à 1 décibel par division de 4 décibels avec un creux à 4,5 et on maintient ce 4 décibels jusqu'à au moins 1 GHz. Alors, ça vous donne une idée. Une seule perle, on va chercher quand même 4 décibels d'atténuation. C'est pas insignifiant, ce n'est pas énorme, mais c'est plus de la moitié de la puissance d'interférence qui est coupée avec cette perle. C'est quand même pas à dénigrer. On peut bien sûr en mettre plusieurs, on verra ça plus tard. On peut aussi choisir des perles qui auront des caractéristiques différentes. Un autre exemple, c'est le ferrite 73. Alors, on a ici dans le creux, au marqueur 2, on est à 21 MHz et on va chercher presque 5 décibels. Et même au marqueur 1 à 5 MHz, on va chercher quand même un 3 décibels. Ceci dit, on a une réponse différente. On voit ce creux ici qui est assez prononcé, alors qu'ici, c'est plutôt arrondi. Alors, des perles identiques, mais de matériaux différents. Et des matériaux, il y en existe une pléiade, vous allez le voir plus tard. Alors, cette atténuation qu'on a vue, elle est causée par une impédance non nulle. Alors, parlons-en de l'impédance, justement. Elle est fonction, on l'a vu, de la composition du noyau, donc le type de ferrite. Et on l'a vu aussi que les dimensions et la forme du noyau auront un impact sur l'impédance, bien sûr. On a vu que l'impédance varie en fonction de la fréquence et aussi du nombre de spires, on s'en doute bien. C'est comme une bobine. Un phénomène qu'il faut comprendre aussi, c'est que le ferrite n'est pas un matériau qui produit un effet linéaire. Donc, l'impédance va varier en fonction du courant, en courant alternatif, et même du courant continu. Si on fait passer un courant continu dans la perle, on aura une impédance en CA qui sera différente que s'il n'y avait pas de courant CC. Donc, effet non linéaire. Et aussi, on sait que l'impédance sera variable en fonction de la température. Et c'est assez variable. On peut parler de plusieurs pourcents de variation sur une plage d'opération, donc susceptible à la température. Bon,
Lorsqu'on regarde la courbe ici, qui est une courbe de l'impédance en ohms, en fonction de la fréquence, sur une échelle logarithmique, bien sûr, lorsqu'on regarde cette courbe de réponse, on s'aperçoit que la réactance, donc l'effet inductif de la perle de ferrite, sera dominante à plus basse fréquence. On peut donc dire qu'on est en présence d'une bobine, tout simplement, dans les fréquences plus basses. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on monte en fréquence, la résistance de la perle va augmenter et va finir par dépasser la réactance de l'ensemble. Donc, ce point ici, c'est un point qu'on peut se servir plus tard pour faire des calculs, on le verra. Alors, la perle deviendra plus résistive à haute fréquence et donc son impédance, la ligne en continu, sera dominée par la résistance de la perle. Et ça va quand même assez élevé en fréquence. Alors que la réactance, elle, on nous montre un comportement ici. Parfois, ça continue, là, et ça prend plus de temps à descendre. Mais la réactance inductive, puisque c'est comme une bobine, disparaît graduellement ou en tout cas se maintient. Mais c'est vraiment l'effet résistif qui nous intéresse. Et au-dessus de cela, là, on tombe dans une zone un peu inconnue où un effet capacitif pourrait prendre le dessus, dépendamment comment se comporte donc l'inductance, donc la capacité parasite là, pourrait prendre le dessus. Mais ça, c'est essentiellement la zone d'action. Et pour une perle de ferrite, bien sûr, la zone préférentielle, c'est celle-ci, où il y a plus de dissipation, si vous voulez, de l'énergie et moins de réactance, donc possible réflexion là, de l'énergie. Donc ça, c'est le comportement de l'impédance en fréquence. Maintenant, encore une fois, faisons des mesures. Pour mesurer l'impédance des perles, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant faire un test de réflexion. C'est-à-dire que je vais d'abord étalonner mon analyseur de réseau vectoriel avec terminaison de 50 ohms, bien sûr un circuit ouvert, court-circuit, comme on fait toujours avec un analyseur de réseau vectoriel. Et par la suite, je vais insérer la perle. On va donc voir l'effet du changement d'impédance qu'aura la perle sur ma ligne de transmission qui a été, elle, bien sûr, étalonnée à 50 ohms, donc qui devrait être notre référence avant que j'insère la perle de ferrite. On va voir l'effet de la perle de ferrite, donc, sur l'impédance de 50 ohms. Alors, je vous montre ici les mesures d'impédance, donc le S11 par réflexion, que j'ai faites sur les mêmes deux perles, le matériau numéro 43 et le 73. Alors, ce qu'on a, bien sûr, encore une fois, échelle fréquentielle logarithmique et on a l'impédance en ohms sur l'échelle verticale. Alors, la courbe jaune, c'est l'impédance totale, donc la grandeur de l'impédance, et en bleu, on a la résistance, et en rose, on a la réactance. Alors, ce qu'on constate avec la perle numéro 43, c'est que, en effet, c'est dominant inductif. Ça va quand même jusqu'à 10 MHz ou 15-16 MHz, où là, vraiment, la résistance prend le dessus sur la réactance. Et c'est centré sur à peu près 100 MHz. Donc, on voit le point d'action de cette perle. Et il y a, comme vous voyez, ce n'est pas des courbes qui sont nécessairement plates et très lisses, là. Il peut y avoir des arrondis, là. Ici, c'est le cas dans la réactance. Alors, ça, c'est la première. Vous avez ici la perle de matériau 73 où on a une action qui est beaucoup plus rapide en fréquence. Le maximum se situe autour de 20 MHz, alors que c'était 100 MHz pour l'autre. Donc, on aura une réponse d'impédance, donc un blocage, si vous voulez, là, des parasites HF à une fréquence plus basse. Et au niveau de la réactance inductive, regardez comment ça casse dans une certaine plage. Et bien sûr, ça reprend le dessus à un moment donné, comme ici, et ça meurt comme le reste. Alors ici, on va jusqu'à environ 1000 MHz. Au-delà de cela, là, il faut prendre beaucoup de précautions pour faire des mesures et ça devient plus un élément réactif là,
capacitif ou inductif. Donc, je n'ai pas continué dans mes mesures. Mais l'effet désiré est vraiment dans cette plage. Donc, définitivement, les perles de ferrite, c'est dans les quelques mégahertz que ça commence à travailler et on a le maximum dans les dizaines de mégahertz. Okay? Mais même 100 mégahertz. Mais encore une fois, on peut choisir des matériaux différents pour obtenir des caractéristiques différentes. Et si on illustre la perle de matériau 43 avec un abaque de Smith, ben, on voit un petit peu la même chose. Je sais que pour plusieurs, ça fait peur l'abaque de Smith, là, mais si vous voyez la ligne pointillée ici, c'est la ligne de réactance constante. Et on est du côté inductif au-dessus de la ligne horizontale. On est donc en terrain inductif, donc on est dans la présence d'une bobine, si on peut dire. Et regardez ici sur ce segment entre le marqueur 1 et le marqueur 2, qu'on pourrait dire, donc entre 15 MHz et 100 MHz, on est sur une zone de réactance constante. Par contre, la résistance, elle, qui est ici, donc le déplacement vers la droite, cette réactance continue d'augmenter jusqu'à 100 MHz, le pic qu'on a vu. Et ensuite, ben, ça va se mettre à rediminuer, on va se retourner. Et là, je vous le montre, là, jusqu'à 3 GHz. Donc, vous voyez ici qu'on tombe dans une zone de, on pourrait dire, de rapport d'onde stationnaire à peu près constant, mais dont l'impédance varie constamment. On tombe même dans le domaine capacitif ici. Le 50 ohms, donc, dans mon système là, de mesure, donc, ici, ça serait vraiment impédance 0 pour la perle de ferrite. Donc, c'est une autre façon de voir le comportement de la perle. Maintenant, pour mesurer des ferrites beaucoup plus grosses, du type qu'on peut clipser, mettre autour de câbles, beaucoup plus grosses comparativement à la petite perle là, que vous voyez, là, que j'ai testée précédemment, ben, il faut faire usage d'imagination un peu là, pour l'analyseur de réseau vectoriel. Alors, je n'ai pas le choix, je dois créer une ligne de transmission qui aura un écartement assez élevé. Alors, ce n'est pas l'idéal sur un analyseur de réseau vectoriel de 50 ohms. Ici, on a plutôt une impédance, compte tenu de l'écartement d'un centimètre, d'environ 350 ohms d'impédance. Alors, on est déjà pas mal loin du 50 ohms. Alors, ceci dit, c'est court. C'est environ 4 cm de long. Et donc, comparativement à la longueur d'onde, des fréquences qu'on va regarder, je n'irai pas jusqu'à 3 GHz, ben, ça demeure une discontinuité qui est assez localisée. Là. Mais on n'a pas le choix de se mettre un écartement pour pouvoir insérer la ferrite autour du conducteur central. Et je viens justement de l'insérer, la ferrite, autour du conducteur central et la masse, elle, continue directement. Alors, la ferrite va causer une augmentation d'impédance, donc va freiner le signal. C'est comme une résistance additionnelle d'insérer en ligne avec la ligne de transmission. Et on va mesurer ça tout de suite. Alors, voici l'impédance, au même titre que les petites perles, l'impédance d'une perle de ferrite là, qui s'installe sur un câble, donc une perle temporaire, bien utile pour éliminer des interférences sur un ordi ou des choses du genre, même en radioamateur, là, des retours de courant HF et ainsi de suite. On voit la réponse ici et on voit que c'est plutôt inductif jusqu'à 30-35 MHz. Au-delà de cette fréquence, on devient résistif, la courbe en bleu foncé. Et bon, donc l'action de cette perle, bien sûr, la résistance monte en même temps que la réactance. Donc, on a un effet quand même qui n'est pas négligeable de blocage, combinaison de réactance et de résistance. À partir de quelques mégahertz, on va commencer à sentir l'effet de cette perle et on ira bien au-delà de 100 MHz. Ici, là, on commence à voir les limites de mon montage. Mon montage de 2 fils à 350 ohms d'impédance, il a beau être petit, mais c'est quand même 4 cm de long, 40 mm, ce qui veut donc dire que on a un montage qui est de moins en moins stable pour faire des mesures. Alors, j'ai arrêté à quelques centaines de mégahertz, mais on voit quand même le comportement qui va donc certainement se maintenir jusqu'à quelque chose comme pas loin de 1 GHz. Alors, bien utile, cette perle de ferrite pour bloquer des interférences non désirées soudaines. Et si on regarde l'atténuation produite par
cette grosse perle de ferrite clampon qui se clipse, eh bien, on voit tout de suite, effectivement, qu'au marqueur 1, à 10 MHz, on a quand même déjà 5 décibels d'atténuation. Au marqueur 2, on est à 21 MHz, on a 8 décibels d'atténuation. Et au plus creux, ici, on a 11 décibels à 112 MHz. Attention, ici, l'échelle n'est pas de 1 décibel comme précédemment, j'ai mis 2 décibels par division. Alors, on voit la réponse et on garde quand même 8 décibels jusqu'à au moins 400 MHz. Donc, ça a une bonne action pour éliminer les interférences qui passeraient sur les câbles. Maintenant, que fait-on lorsqu'on a des perles de ferrite et on ne connaît pas leurs matériaux? On ne sait pas leurs caractéristiques. Alors, il y a Ferrite dans un document qui propose différentes méthodes pour déterminer, bien sûr par mesure, déterminer la perméabilité du matériau et donc le matériau lui-même. Mais Jacques, lui, a fait quelque chose d'un peu plus simple. Il a compilé, avec les graphiques fournis par Ferrite, il a compilé les endroits où la résistance égale la réactance pour ces perles. Et on s'aperçoit que ce point en fréquence, où la réactance égale la résistance, ce point est variable d'un matériau à l'autre. Alors, en faisant la mesure qu'on a faite, que je vous ai montré depuis le début, et en identifiant où est le point de croisement, on peut assez rapidement déterminer de quel matériau il s'agit. Et on peut, bien sûr, à ce moment-là, déterminer la perméabilité du matériau. Perméabilité qui, soit dit en passant, varie beaucoup en fonction de la température, je vous l'ai mentionné. Donc, nous prenons un exemple ici, le matériau numéro 43, une des perles que j'ai mesurées. Alors, ça environ à 16 ou 17 MHz, environ 15, puisque c'est une échelle logarithmique, on a le croisement entre la résistance et la réactance. Ça, c'est ce que j'ai mesuré. Et regardez ici ce qui a été tiré des différents graphiques de Ferrite par Jacques, qui a compilé ces données pour les différents matériaux. 15 MHz, où X égale R, la fréquence. C'est le matériau numéro 43. Alors, vous avez ici une petite table qui est bien intéressante, qui nous permet de faire un petit peu de rétro-travail. Parfois, on peut arriver un petit peu entre les deux ou tout près. Ce n'est pas tout à fait exact. Vous verrez même au niveau du matériau 73 que ça peut être un peu flou. Ça peut varier entre 1 et 2 ou 2, 2,5. C'est que les courbes sont quasiment parallèles, alors ça devient difficile. Mais sinon, là, on a une très bonne idée de quel matériau c'est. Alors, à retenir le petit truc, si vous êtes capable de mesurer, faire la mesure d'impédance, en réflexion bien sûr, là, du matériau, vous serez capable de déterminer de quel matériau il s'agit. Alors, je vous ai mentionné plus tôt que de mettre 2 perles de ferrite, ça augmente évidemment l'impédance. Alors, regardons quelle est la règle, si vous voulez. Alors, l'impédance totale d'une ferrite sera l'impédance pour un tour et pour une ferrite, on la montre ici, et pour le cas du ferrite, d'une perle, un tour, c'est considéré comme un passage à l'intérieur du noyau, d'accord? Donc, impédance pour un ferrite, j'ai mis une, je m'excuse, c'est un ferrite, et par la suite, on pourra multiplier cette impédance à chaque fois qu'on ajoute un autre ferrite, une autre perle. Alors, si je mets une deuxième perle en série avec la première sur le même fil, je doublerai l'impédance, d'accord? Et si je fais un deuxième passage, par exemple, du fil, il y a assez d'espace, eh bien là, on a un effet de multiplication du nombre de tours, nombre de spires, mais au carré. Donc, l'impédance totale d'un cas où on aurait 2 perles et 2 passages, ce sera 8 fois l'impédance initiale d'une seule perle. Alors, à se rappeler, on a un effet de multiplication très intéressant avec 2 perles et plus. Maintenant, un autre petit détail. Je vous ai parlé du ferrite depuis le début, mais il existe un autre matériau qui s'appelle de la poudre de fer, en anglais iron powder. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que, en apparence, physiquement, ils sont très similaires. Mais le ferrite possède une perméabilité beaucoup plus élevée. On parle de jusqu'à 15 000. Et donc, ça produira
par effet de multiplication des champs magnétiques, là, ça produira une inductance beaucoup plus élevée pour un petit nombre de tours. Mais, je vous l'ai mentionné, l'inductance et donc l'impédance ne sera pas stable en fonction de la température, okay? Pour toutes sortes de raisons. Mais c'est correct pour utiliser dans des transformateurs ou des ballons. Il n'y a pas de problème pour des applications qui ne sont pas critiques au niveau de la stabilité en fréquence. Mais par contre, la poudre fer a des avantages. Ceci dit, sa perméabilité est basse comparativement au ferrite, et donc ça produira une inductance qui sera plus basse que le ferrite. Par contre, l'inductance sera beaucoup plus stable en fonction de la température, en fonction des courants, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup mieux pour dans des usages où la fréquence, la stabilité en fréquence est importante. Par exemple, un oscillateur variable en fréquence, sur un filtre ou même sur un syntonisateur. Alors, choisir le bon matériau pour la bonne application. Mais 90% du temps, on utilise du ferrite. Et petite note en terminant, bien important, si vous mettez des perles de ferrite pour diminuer du bruit dans des circuits logiques, par exemple, soyez conscient d'une chose, c'est que ça n'enlève pas, ça n'élimine pas le besoin d'avoir du filtrage capacitif aussi près que possible de notre puce, de chacune des puces logiques qui fonctionnent à haute vitesse. Pourquoi? On sait que les consommations de courant lors des transitions sur les circuits logiques, particulièrement les circuits CMOS, les transitions peuvent demander des influx de courant assez rapides et ça, seul le condensateur pourra le fournir. La perle de ferrite, son rôle, c'est d'éliminer les hautes fréquences. Alors, ce n'est pas une bonne idée de mettre la perle comme dernier élément dans des circuits logiques. Il faudra toujours y avoir un réservoir d'énergie à haute fréquence, placé tout près de chacune des puces. Et c'est comme ceci qu'on devrait avoir une configuration. On pourrait avoir une seule perle aussi pour plusieurs puces avec un condensateur pour chacune des puces. C'est la méthode utilisée habituellement. Des manufacturiers distributeurs de ferrite, il y en a une pelletée dans le monde. Alors, vous ne me blâmerez pas trop si je me concentre sur juste un, c'est-à-dire Ferrite. Sur le site web de Ferrite, lorsqu'on sélectionne les matériaux d'élimination de bruit, et non pas les matériaux pour créer des transformateurs ou des bobines, on trouve les différents matériaux qu'ils offrent, comme par exemple le 43 et le 73, et leur composition, ainsi que leur perméabilité initiale, et toutes les informations pertinentes. Bien sûr, la partie intéressante, c'est cette ligne ici qui nous montre la gamme, la plage d'opération pour chacun des matériaux, la plage d'opération recommandée pour éliminer, donc pour d'élimination de bruit. Alors, vous voyez ici, là, les différents matériaux vous offrent des plages d'opération qui sont complètement différentes et complètement variées. Donc, choisir le bon matériau en fonction du travail qu'on veut faire. En plus, vous pouvez cliquer ici sur les différents liens et vous aurez les fiches techniques des différents matériaux. Donc, très complet comme information. Mon ami Jacques a beaucoup expérimenté avec les perles de ferrite depuis au moins 20 ans. Il a produit plusieurs documents de vulgarisation, essentiellement des présentations qu'il a données au fil des années. Il donne beaucoup d'informations intéressantes au sujet des perles de ferrite, entre autres au sujet des ballons et des transformateurs. Le matériel est en anglais cependant, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Jacques a aussi produit des chiffriers Excel permettant de faire toutes sortes de conversions d'impédance et de traçage de courbes. Si vous possédez un VNA, même le nano VNA, ou si vous possédez un analyseur d'antenne capable de mesurer l'impédance, vous voudrez obtenir une copie de ces fichiers Excel. Je vous fournis des liens vers les présentations et les fichiers Excel dans la description sous cette vidéo. Alors voilà ce que je voulais couvrir aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé à démystifier les perles de ferrite. Il y a tellement plus de matériel que j'aurais pu couvrir. Mais je crois avoir touché à l'essentiel. Comme toujours, vos commentaires sont sollicités et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Électrobidouilleur si ce n'est pas déjà fait et d'actionner la cloche de notification. Merci et à la prochaine!